Alors voilà, aujourd'hui je vais faire un gros effort. J'avais tout un livre à écrire, mais j'ai jamais réussi à le finir pour l'instant. Et j'ai décidé d'enregistrer le truc. Ça sera beaucoup plus facile pour toi, pour vous. C'est à écouter. Voilà. Ça, c'est le début. Chère grand-mère, from you to me. Avec une horloge, une grosse horloge. Alors, le premier chapitre, c'est Dites-moi, dis-moi où tu es né et quand. Ah ah. Alors, je suis né le 2 mai 1949, à Valence, au sud de la France, dans la Drôme. Valence est une ville moyenne sur le Rhône. C'est une belle ville, très, très aérée, avec de larges rues, avec une cathédrale, une magnifique cathédrale que j'ai souvent visitée. Je suis né dans une clinique, ça s'appelait la Polyclinique, dont les murs extérieurs étaient peints en ocre. Et j'ai toujours beaucoup aimé cette couleur chaque fois que je passais dans cette rue. J'étais la première fille et le premier enfant de mes parents qui vivaient à l'époque, autant que je sache, chez mes grands-parents, parce qu'ils n'étaient pas encore installés. Je suis né seulement 4 ans après la fin de la guerre mondiale. Mes grands-parents habitaient au 28 de la rue Servant, une toute petite rue, dans le haut de la ville, sur la route de Romans. C'était une rue calme, dont un côté était occupé par des garages. Et chaque fois qu'on les ouvrait et qu'on les fermait, ça faisait un bruit terrible. Je me souviens de ça. Au bout de la rue, il y avait une caserne. Et à l'époque, beaucoup de destructions dues à la guerre restaient ici et là dans la ville, y compris dans le quartier, qui avait été lourdement bombardé par les Américains pour barrer la route aux Allemands. C'était juste avant les premières télévisions. Voilà. Deuxième question. Quelles sont quelques-unes de tes premières mémoires? De quoi je me souviens en premier? L'appartement de mes grands-parents était au rez-de-chaussée, dans le hall d'entrée de l'immeuble, et il y avait un grand escalier à droite qui montait dans les étages. J'ai souvent regardé cet escalier comme la porte d'un mystère, en me demandant ce qu'il y avait bien en haut, mais je n'y suis jamais montée. Le jardin de derrière de mes grands-parents, qui avait l'appartement à gauche, il y avait deux appartements au rez-de-chaussée, un à droite et un à gauche. Et la voisine de droite était très amie avec ma grand-mère, mes grands-parents d'ailleurs. Le jardin de derrière était mon terrain de jeu. Je jouais au ballon seul et je jonglais avec des balles de tennis que mon oncle m'avait données en cadeau parce qu'il jouait au tennis. Et je jouais avec ça contre le mur de la maison. Et je m'étais appris à jongler avec 3 balles, 4 balles. J'étais très douée. Je me promenais souvent dans la rue avec ma grand-mère. Et à l'époque, quand j'avais 3 ou 4 ans, il y avait encore des immeubles défoncés. Et je me souviens un jour d'avoir demandé à ma grand-mère qui c'est qui avait cassé tous ces immeubles. Et elle m'a répondu les Américains. C'était autant de me dire c'était les Martiens. J'ai absolument rien compris à l'histoire, mais je me souviens de sa réponse, justement parce que c'était c'était pas une réponse. En fait, j'ai jamais rien compris. C'était la vérité, j'ai découvert après. Mon grand-père et ma grand-mère passaient les fins d'après-midi assis dans leur fauteuil. Quand on rentrait dans l'appartement, il y avait ce qu'ils appelaient un vestibule. À droite, il y avait la cuisine. À gauche, il y avait le salle à manger. Et le soir, ils s'asseyaient de part et d'autre de la fenêtre qui était à gauche. Et ils avaient un fauteuil. Mon grand-père avait le fauteuil de droite, ma grand-mère avait celui de gauche. Deux fauteuils identiques. Et ils s'asseyaient là à lire jusqu'à ce que la nuit tombe. Et la fenêtre avait un petit rebord, juste assez étroit, juste assez grand pour mes petites fesses. Et je m'asseyais là à regarder les autos, les gens passer. J'admirais beaucoup le ciel et je me souviens qu'il y avait un arbre, un très bel arbre, de l'autre côté, derrière les garages. Donc on ne voyait que le haut de l'arbre. J'ai jamais vu le tronc. Mais cet arbre était magnifique. Pour moi, il ressemblait à un cèdre du Liban.
je ne sais pas pourquoi. Et j'aimais beaucoup regarder le ciel. Je regardais cet arbre tout seul. Je regardais, je regardais le temps passer, en fait. Et j'ai toujours aimé la fin du jour. C'était magique. Ça durait ce qui ressemblait à des heures à voir le jour tomber tout doucement, tranquillement, dans un silence de plus en plus grand à mesure que les voitures rentraient, on les garait, les gens rentraient chez eux. Et finalement, quand le jour s'en allait et que la nuit tombait doucement, les premières lumières s'allumaient et alors mes grands-parents me rappelaient. Je devais sauter de la fenêtre et on fermait les volets qui étaient des volets pliants en métal. On fermait la fenêtre et puis on s'asseyait dans le salon. Et j'aimais beaucoup ce temps-là. Et j'ai gardé de cette époque une passion pour le jour qui tombe, pour le crépuscule qui descend. J'ai toujours aimé ce moment magique. Et j'ai dû en faire mon deuil pendant 25 ans au Nigeria, parce qu'il n'y avait rien de tel au Nigeria. Au Nigeria, la nuit tombait en 10 minutes, très rapidement. En fait, ça tombait comme de la même manière que les trompes de pluie quand il pleuvait. Quelquefois, je me trouvais dans mon bureau et d'un seul coup, je levais la tête de mon travail et je réalisais que la nuit tombait et il fallait que je ferme et que je commence à courir. La maison n'était pas très loin, on était au campus. Mais je n'avais jamais le temps d'atteindre la maison que la nuit tombait complètement. C'était une obscurité épaisse, vraiment très épaisse. Et comme il n'y avait pas de lumière de rue, il fallait que je marche plus ou moins parce que je connaissais le chemin. Je pouvais retrouver la maison. C'était comme l'histoire des petits poussés. Mon grand-père me lisait des livres quand j'étais petite. Il s'asseyait dans son fauteuil et j'avais un petit fauteuil, une petite chaise qu'on m'avait achetée. Généralement, la petite chaise était derrière la porte. Quand on ouvrait la porte du salon, ça fermait un petit espace qui se trouvait entre le vaisselier et la porte. Et c'est là où ma chaise se trouvait. Mais j'avais aussi un petit fauteuil en osier et je m'asseyais sur ce fauteuil et je l'écoutais, j'écoutais. Quand le livre était fini, il me disait souvent d'aller chercher un autre livre. Alors j'allais dans la chambre où se trouvaient ces livres et il m'arrivait très souvent de ramener le même parce que je l'aimais. Je ne voulais pas une autre histoire. Et je me souviens il ne m'a jamais dit, mais je viens de le finir. Et tu vois pas que c'est le même? Jamais, jamais, au grand jamais, il ne m'a dit ça. Il ouvrait le livre comme si c'était un autre livre et il recommençait à lire tranquillement la même histoire. Et quand je me souviens, mon cœur fait boum boum. Il était si bon, si bon. Quand j'étais petite, mon oncle n'était pas encore marié. Il occupait la seule chambre euh, de l'appartement en dehors de la chambre de mes grands-parents. Il avait sa chambre là et je me souviens que il avait mis au plafond une grande, un grand poster, une affiche qui couvrait la moitié du plafond. Et cette affiche représentait un bonhomme de neige avec une écharpe et un gros nez rouge, une carotte. Et cette affiche disait Soyez les bienvenus en Tchécoslovaquie, un pays qui n'existe plus aujourd'hui. Et j'aimais vraiment cette affiche. C'était magique, qui m'invitait dans un pays inconnu. Et ce bonhomme de neige était magnifique. Et puis, il écoutait du jazz. Et c'est comme ça que j'ai découvert le jazz. Il y avait une atmosphère ce soir-là, dans sa chambre. Une petite lumière, une lampe de chevet. J'ai oublié, elle se trouvait sur la table.
et elle diffusait une lumière tamisée, un peu verte, probablement que la lampe était verte, et le jazz jouait. C'était vraiment une grande atmosphère de paix, de beauté, quelque chose de vraiment envoûtant. Et j'ai commencé à aimer le jazz. Mon oncle avait l'habitude de jouer avec moi, et un jour particulier, il a décidé de me faire l'expérience d'un jeu dangereux, le type de jeu que les garçons font. Il m'a pris sur ses épaules et il m'a dit: tu vas voir, on va faire le saut de la mort. Et il s'est mis à la tête du lit. C'était un lit en acajou avec un assez haut de lit, tête de lit. Et il s'est jeté en avant sur le lit avec moi sur ses épaules. On est tombé sur le matelas. Heureusement, je n'ai pas cogné le reste du lit, le pied du lit. Mais je ne sais pas si j'ai crié ou ri, ou je pense que j'ai dû crier. Ma grand-mère est arrivée comme une furie et elle a dit: mais tu vas me la tuer, cette petite! Alors bien sûr, il n'a jamais recommencé. Voilà. Bon, on vous racontera la suite la prochaine fois.